Alors que l'espoir d'une stabilisation progressive commençait à poindre à l'horizon, le Mali fait de nouveau face à une série d'attaques d'une ampleur inédite. De Bamako à Kidal, en passant par Kati, Gao et Sévaré, la simultanéité des assauts témoigne d'un niveau de coordination et de préparation logistique qui défie les analyses sécuritaires de ces derniers mois. L'heure est à l'analyse froide et rigoureuse. Comment des groupes aux idéologies parfois divergentes ont-ils pu mener une opération conjointe d'une telle envergure? Quelles sont les failles qui ont permis de frapper les centres névralgiques du pouvoir et de l'armée? La situation est désormais sous contrôle, mais quelles seraient les conséquences pour la transition malienne et pour l'Alliance des États du Sahel? Pour le débat de ce dimanche 26 avril 2026, nous accueillons deux grandes voix dont les regards croisés nous aideront à comprendre si ce 25 avril est le signe d'une alerte sérieuse à Bamako ou le catalyseur nécessaire d'un sursaut stratégique. À ma droite, Luc Koumeya Balo Abaki, cher ami, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour à tous ceux qui nous font cette fidélité d'être au rendez-vous de la messe de dimanche. Luc Abaki, le plus grand spécialiste du Sahel en Afrique de l'Ouest. Il est journaliste, écrivain. Ma gauche, l'homme qui ne bouge pas, qui n'a pas bougé, solidement implanté dans son fauteuil. Sagoyou Kegewe, Excellence, bonjour. Bonjour Gilles et bonjour à tous nos frères et amis à Bamako. Et naturellement, comme ils peuvent le voir, nous sommes de tout cœur et d'esprit avec eux. Et donc, nous allons donc bientôt parler de ce qui s'est passé chez eux. Sagoyou Kegewe, journaliste, analyste politique, ancien ambassadeur du Togo-Mali, situation sous contrôle. Après de graves attaques terroristes, c'est le thème. Et vous êtes conviés, surtout maliens, à enrichir cette émission et nous dire exactement ce qui se passe là-bas sur le terrain. Plus 228 96 96 08 43 43, c'est le numéro pour nous écrire via WhatsApp. Vous pouvez également commenter cette émission sur les réseaux sociaux qui nous relaient en direct, notre page Facebook et notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker cette émission pour nous protéger et de vous abonner à nos différents canaux sur les réseaux sociaux si ce n'est pas encore fait. Alors, chers invités, faisons d'abord l'état des lieux par rapport à l'ampleur et au monde opératoire. Luc Abaki, quel est le point de la situation ce dimanche matin après cette folle journée de samedi où plusieurs villes ont été attaquées, Bamako, Kati, Gao, Sévaré, Kidal, pour ne citer que celle-là? Gilles, je crois que tu vas me permettre de commencer l'émission en m'inclinant devant la mémoire des victimes innocentes, qui ont été cueillies aussi froidement par des idiots, des gens qui sont sans foi ni loi, et en même temps exprimer notre soutien au peuple du Mali. Et dire ensuite que je suis tout à fait peiné de consacrer pratiquement 2 heures pour une émission liés à des actes aussi répréhensibles, des actes ignobles, orchestrés par des gens manipulés qui n'ont plus de cerveau, qui n'ont même plus un sens de l'humain, au point donc de trahir la perspective de construction d'une nation comme le Mali. Cela dit, je pense que l'attaque, comme vous l'avez dit dans votre introduction, a été quand même suffisamment synchronisée et elle a causé des victimes, à ce que je sache. Cela, je pense que véritablement, c'est l'occasion pour nous d'inviter encore une fois le peuple du Mali et l'armée malienne à davantage de rigueur. C'est vrai, il y a eu la répression, il y a eu le travail professionnel qu'il fallait, il y a eu l'action suffisamment efficace et on peut dire que l'effet de surprise de cette attaque a évidemment eu un impact assez sérieux sur le peuple du Mali. Mais en termes d'état des lieux, je pense que les réseaux sociaux l'ont dit, mais beaucoup plus l'État malien qui a sorti un communiqué nous disant qu'il y a eu un certain nombre de blessés, mais que la situation est sous contrôle. Je pense que pour l'instant, on n'a pas suffisamment tous les éléments qu'il faut, même si certains médias annoncent déjà la mort de certains poids lourds de l'armée. Nous ne sommes pas encore bien fondés pour donner ce genre d'informations. On va suivre et on verra par la suite les éléments précis à donner. Excellence Sogoyou Kegewe.
L'attaque des terroristes a-t-elle échoué? Mais la question de l'échec ne se pose pas, parce que si elle n'avait pas échoué, je ne suis même pas sûr qu'actuellement nous serions assis ici, parce que les terroristes n'étaient pas venus pour passer la pommade au peuple malien. Je parle du peuple malien, je ne parle pas de l'armée malienne ou du président Assimi Goïta. Donc ils n'étaient pas venus pour leur passer de la pommade. L'attaque a échoué, effectivement. Mais tu sais, il y a, je crois, 2 semaines, on avait fait une émission ici où je disais que si l'AES veut survivre, des mesures de sécurité particulières doivent être prises aussi bien au niveau du pays que surtout au niveau des dirigeants. Parce que la lutte pour l'indépendance, ce n'est pas un banquet, on va, on mange et puis on rentre chez soi. Non, c'est une lutte permanente, ça va durer des années. Il faut faire comprendre ça aux populations, que ça va durer des années. Parce que le type qui est habitué à te passer la corde au cou, à t'exploiter, à vivre de ton sang et de ta sueur, il n'a aucune raison de te laisser en paix. Donc, la lutte va durer des années. Pour que le Sahel connaisse la paix, il doit avoir des changements profonds dans certains pays, pas dans le Sahel. Dans certains pays, il doit y avoir des changements profonds avec des hommes nouveaux, habités par l'esprit de fair play, de discussion, de diplomatie, et non l'esprit de banditisme, de terrorisme, d'exploitation, de vol, de pillage, de chantage. Non. Tant que des dirigeants comme ça seront dans certains pays, et vous savez de qui je parle, les pays du Sahel n'auront pas la paix. Donc, c'est les changements dans ces pays qui peuvent graduellement amener la paix dans les pays du Sahel. Mais en attendant, eux-mêmes doivent prendre des mesures de sécurité draconiennes. Moi, je ne suis jamais allé en Israël. Je donne un exemple. Mais attends, c'est un petit pays, Israël. Mais les terroristes ne rentrent pas là-bas. Hein. Les terroristes ne rentrent pas là-bas. Hein. Les mesures de sécurité qu'il y a à l'intérieur du pays. Oui, ils y entrent de temps en temps. Ils y entrent de temps en temps. Ceux qui sont à côté, c'est-à-dire qu'ils sont pratiquement déjà dans le pays. Sinon, les djihadistes du Sahel, là, ils peuvent aller en Israël, ils n'ont qu'à essayer. Ils ne peuvent pas. Donc, ceux qui attaquent là-bas, c'est des gens qui sont dans le pays. Donc, il faut que nos pays arrivent à cette rigueur en ce qui concerne la sécurité. On ne peut pas s'amuser avec la sécurité parce que s'il n'y a pas la sécurité, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a rien. C'est l'annihilation, la liquéfaction totale des États et des peuples. Luc Abaki, comment interprétez-vous la capacité des groupes distincts? On parle du JNIM d'un côté et des forces de libération de l'Azawad, FLA de l'autre, à synchroniser des assauts sur des sites aussi éloignés les uns que les autres, hein, géographiquement, et le même jour. Ça nécessite des moyens colossaux, Luc Abaki. Je crois que nous n'avons fait que dire cela ici, sur ce plateau, en ce qui concerne le soutien ferme dont ces groupes-là bénéficient de la part des puissances impérialistes. Pour que ces groupes aussi distincts, qui ont même des idéologies qui ne sont pas harmonisées, puissent s'organiser ensemble avec des moyens de bord aussi colossaux et aussi dangereux pour attaquer, comme tu l'as dit, plusieurs sites à la fois, il a fallu forcément une coordination en amont. Il a fallu des financements, il a fallu des formations, il a fallu toute une tactique qui a été élaborée, des renseignements, toute une tactique élaborée dans les officines les plus sombres par les puissances occidentales qui voient toujours d'un très mauvais œil l'élan nouveau qui a été enclenché justement dans les pays du Sahel. Vous voyez, l'ambassadeur parlait tout à l'heure de la sécurité. Je pense que c'est un principe de base. Mais on se doit quand même déjà, à ce niveau-là, de féliciter tous ces pays-là qui se sont donc résolus à initier quelque chose de nouveau. Il est clair que la voie de l'héroïsme n'est pas un fleuve tranquille. Et quand on regarde un peu d'où viennent ces États-là, c'est-à-dire le niveau de désorganisation même des armées, d'incapacité à s'armer, à s'organiser, etc.,
là où ils étaient dans les années 2020 et 2021, et ils arrivent aujourd'hui à traquer ces terroristes-là, à organiser la sécurité dans le pays, même si elle n'est pas encore au point, je pense qu'il y a lieu de les féliciter. Mais en même temps de les encourager à renforcer davantage justement ce travail de sécurisation du pays, notamment aussi des premiers décideurs. Parce qu'en réalité, l'objectif de ces terroristes-là, en tout cas de tous ces mercenaires qui mènent donc ces actions ignobles, c'est de semer le doute dans l'esprit justement et du peuple et de l'armée. C'est de les distraire, de faire en sorte qu'ils ne soient pas aussi focalisés sur cet impératif de se construire et de rester dans une dynamique tout à fait unitaire. Et donc, je pense que ce travail qui est en train de se faire est un travail de fond qui est en train de se faire, même si les résultats ne sont pas encore au point. Et on comprend bien combien ces impérialistes sont véritablement résolus et n'entendent vraiment pas laisser la voie, en tout cas aucune faille aux dirigeants du Sahel, de sorte qu'ils puissent se construire. Mais, qu'à cela le tienne, il est clair qu'ils n'ont pas d'autre choix que de continuer ce combat-là et de s'organiser davantage avec la complicité résolue du peuple. Et en cela, il faut saluer la réaction du peuple du Mali hier, où il y en a qui sont carrément sortis pour traquer, aider les forces de l'ordre et de sécurité à traquer justement ces terroristes-là. C'est ce que nous cherchons. Et ça, c'est le résultat d'un travail de fond, du nouveau narratif qui a été construit et qui permet donc à chaque citoyen de comprendre son rôle dans l'écosystème sociopolitique qui est en cours de construction. Nous reviendrons sur la riposte, Excellence Soroyou Kegewe, pour envoyer autant d'hommes. On parle de milliers de terroristes qui ont envahi ces différentes villes. Forcément, il faut avoir une base arrière solide qui nourrit, qui finance, qui protège. Est-ce qu'il n'est pas temps de ressortir au grand jour la question des bases arrières des terroristes qui attaquent le Mali? Oui, vous avez parlé tantôt de l'ampleur du nombre des attaquants et des moyens. Les moyens, c'est les plus faciles à trouver. Il suffit de faire tourner la planche à billets à Chamalières et puis c'est réglé. Ça ne demande aucun moyen, c'est gratuit. C'est le CFA. On fait tourner la planche à billets et on leur donne. Ça ne coûte rien. Les armes, les drones même avec lesquels ils font des attentats là-bas, ça vient d'où? Mais vous n'êtes pas sans savoir. Parce qu'aujourd'hui, rien n'est isolé. Hein. Tout est lié. Tous les problèmes de sécurité du monde sont liés. N'oubliez pas qu'il y a des pays qui refusent obstinément que la guerre d'Ukraine finisse. Pourquoi? Parce que ces pays, grâce à la guerre d'Ukraine, mobilisent des fonds colossaux, soi-disant, pour donner à l'Ukraine, alors que ces fonds colossaux et les armements donnés à l'Ukraine sont déviés pour venir conquérir l'Afrique. Les bases arrières, mais justement, quels sont les pays africains qui hébergent de soi-disant ambassades terroristes ukrainiennes? Il faut aller chercher là-bas. Donc les bases arrières, je ne veux pas citer des pays, mais on sait d'où ils viennent. On te dit que, d'abord, on dit Azawad, le FLA, le Front de libération de l'Azawad. J'ai vu toute une foule de prisonniers de guerre, c'est-à-dire que des gens qu'on a arrêtés. Quand tu regardes dedans, tu vois combien de Touaregs. Les Touaregs, on les connaît, ils ont la peau claire. Peut-être tu trouveras, moi j'ai regardé, hein, peut-être je vois mal, mais sur ces centaines, peut-être tu trouveras 10 Touaregs. Le reste vient d'où? On dit que la plupart parlaient anglais. Ah, comment? Ils parlent anglais. Ils sortent d'où? Ils parlent anglais. Tu regardes au nord du Mali, il n'y a pas un pays anglophone, c'est des pays arabophones. Tu regardes au sud du Mali, il y a des pays anglophones. Mais quand tu vois le physique des gens, ce n'est quand même pas les côtiers anglophones, parce que nous, les côtiers anglophones, on est tous ronds comme toi, comme lui, comme moi. On n'est pas maigrichons. Donc, probablement, on est allé jusqu'au Darfour pour recruter. Parce que le Darfour, c'est le pays où les pays du Golfe, les Émirats, financent des massacres contre les Noirs pour s'approprier leur or. Parce que ce n'est pas seulement les Blancs qui nous volent. Si nous avons peur de dire les choses comme elles se passent, mais nous serons toujours perdants. Ce n'est pas seulement les Blancs. Donc,
si les gens parlent anglais, probablement, quand tu regardes leur physique, ils ont plus de chances de venir du Darfour que du Nigeria, du Ghana, de la Sierra Leone ou du Libéria. Parce que ces gens-là, physiquement, quand tu les vois, on sait à peu près qui c'est. Donc, l'argent est là, gratis. Le recrutement, on va recruter de pauvres gars qui ne savent absolument rien de la géopolitique. Parmi eux, beaucoup sont arrivés à Bamako pour la première fois dans leur vie. Beaucoup, parmi eux, ne peuvent pas sur une carte dire c'est ça le Mali et c'est ça Bamako. On les a recrutés avec des promesses, on les a amenés et on les a largués. Maintenant, la seule question qu'on pose partout dans le monde, quand il y a un crime, à qui profite le crime? Ils ont attaqué où et où? En réalité, ils ont fait des attaques éparpillées. Ça ne veut pas dire qu'ils visaient à prendre toutes ces villes qu'ils ont attaquées. Ils voulaient faire diversion, mais en ayant pour objectif de prendre quelque chose quand même. Kidal, je dis Kidal, le camp Kati. Mais n'oubliez pas que le terroriste français, il s'appelle quoi, Visilier ou machin, c'est là-bas qu'il est retenu, hein, il est à Kati, hein, le terroriste il est là-bas. Donc maintenant, si on déverse toute une foule de terroristes là-bas, ce n'est pas exclu que ce soit dans l'intention de le libérer. Entre terroristes, la coopération est automatique. Maintenant, on dit qu'ils ont pris Kidal. Mais ils n'ont pas pris Kidal, parce que Kidal est la terre promise par Sarkozy aux terroristes Touareg. Je précise bien terroristes Touareg parce que les Touaregs sont un peuple qui vivent sur cette terre depuis des siècles en bonne intelligence avec le reste des habitants du Sahel. Maintenant, les terroristes Touaregs, initiés par Sarkozy pour assassiner Kadhafi, vous m'aidez à tuer Kadhafi et moi je vous donne la Zawad. Donc, à partir de ce moment, ces Touaregs croient que la Zawad est leur terre promise. Les terres promises, on en connaît, hein, mais quand même, si la Bible nous dit que Dieu a promis une terre à quelqu'un, ce n'est pas pour ça qu'un taulard, hein, un petit voyou, un taulard, un mafieux, va promettre la terre sainte du Mali à des bandes armées terroristes comme terre promise. Donc, il n'y aura pas de terre promise. Luc Kabaki, voilà. Ça fait quand même plusieurs semaines que certains médias, même occidentaux, annonçaient la synchronisation entre les groupes terroristes, les rebelles de libération de l'Azawad et même des hommes politiques maliens. C'était dit publiquement sur certains médias. Ça veut dire que, est-ce que Bamako n'a pas pris cette menace au sérieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Où les terroristes ont utilisé des moyens nouveaux qui ont suppris l'armée malienne? Je vais peut-être répondre à cette question, mais je reviens sur cette histoire de base arrière et tout ça. Il faut aussi tenir compte d'un élément qui est important. Le Mali, c'est 1 240 000 km². C'est très vaste. Avec une densité qui n'est pas aussi grande, à peine 22 ou 23 millions de personnes, avec une concentration dans les agglomérations, c'est-à-dire dans des villes, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a suffisamment d'espace où on peut manigancer des choses qui puissent échapper, évidemment, à la vigilance, justement, de l'armée malienne, même si elle est en train de s'équiper un temps soit peu, parce que là, la priorité, c'est de sécuriser, voyez-vous, là où il y a les grandes agglomérations et tout ça. Donc, eux, ils ont le temps de s'agglomérer dans des zones où il n'y a pas vraiment une grande surveillance, etc. Et puis vous savez que dans la frontière entre l'Algérie et le Mali, c'est une zone vraiment pratiquement de non-droit. Vous avez vu, lorsque le Mali avait commencé à mettre du sérieux dans la sécurisation de cette zone, on a tout de suite abattu son aéronef. Vous voyez, l'Algérie a protesté pour abattre justement son aéronef. C'était un moyen extrêmement efficace qui permettait justement de limiter autant que possible l'action des terroristes dans ces zones-là. Voyez. Donc, ça veut dire qu'on a handicapé exprès le Mali parce que on considère qu'avec ces moyens de bord, le Mali était sur le point vraiment de maintenir véritablement un niveau de sécurité assez élevé. Cela dit, ces genres de complicité, ces annonces, évidemment, montrent clairement que les manigances sont en réalité connues. Les officines, ce sont les officines en réalité qui fuitent ces genres d'informations
pour que les gens comprennent que, mais ils ne dorment pas. Alors que le Mali est pris au sérieux ou non, ces genres d'opérations, mais ils ne peuvent que prendre au sérieux parce que le pays est en guerre. On a à la tête du pays une armée, en tout cas un régime militaire, dont la mission est justement d'extirper de tous les territoires maliens tous ces fauteurs de troubles-là. Donc ça veut dire que par nature, par essence, les gars sont déjà sur le pied de guerre, ils sont toujours aux aguets. Sauf que les moyens de bord dont ils disposent ne sont peut-être pas suffisants pour pouvoir avoir un niveau de sécurité bien résolu. De toutes les façons, nous avons la preuve. Je pense qu'il y a un communiqué qui est sorti il y a 2 ou 3 jours concernant Omar Maliko, qui, en tant que leader politique de l'opposition, qui était donc en exil en France, se retrouve au milieu des terroristes, soi-disant qu'il est allé pour rendre visite aux détenus. Vous voyez? Donc, c'est dire que le niveau de complicité avec les acteurs politiques, certains acteurs de la société civile, dont on connaît justement les sources de financement, etc., est assez élevé. Et on ne peut pas s'étonner de constater qu'il y ait des traîtres, y compris même parfois dans l'armée. Vous voyez? Donc, c'est clair que ce travail-là ne peut pas avoir l'adhésion pleine et entière de tout le monde. Mais ce qui est important, c'est de réussir à avoir une masse critique de citoyens maliens, aussi bien dans l'armée que dans la population, qui prend conscience de l'impératif pour chacun de contribuer à sécuriser le pays, à le stabiliser et à le construire. C'est un chemin de longue haleine, comme l'a dit l'ambassadeur, parce que justement, les impérialistes sont là et ils ne vont pas démordre par rapport à leur détermination de faire échouer cette dynamique-là. Puisque c'est une dynamique qui risque de s'étendre au reste de l'Afrique si jamais le modèle imprimé aujourd'hui dans le Sahel venait à prospérer. Et ils n'ont pas, en tout cas, ce modèle-là n'a pas d'autre choix que de prospérer parce que là, tous les citoyens d'Afrique savent que leur salut viendra précisément de cette nouvelle dynamique qui est amorcée par là. Alors, analysons maintenant l'organisation de la riposte et du ratissage qui est en cours. Excellence Goyou Kegewe, entre l'ampleur des attaques et la spontanéité et la férocité de la riposte, avec par endroits, Luc l'a souligné, la participation des populations aux mains nues, qu'est-ce qui retient votre attention? Il retient mon attention qu'aujourd'hui, il est clair que dans toute la sous-région, la première armée, c'est l'armée malienne. On ne le dit pas assez. C'est l'armée malienne. Ils ont été surpris, mais même surpris, une armée qui est forte, mais elle se défend et elle retourne la situation. Tu te rappelles la guerre des 6 jours avec Israël, tu m'excuses de revenir toujours sur Israël, hein. La guerre du Kippour, ça veut dire que c'est le jour de la fête, tout le monde était à la fête et tous les pays arabes coalisés sont allés attaquer Israël. Israël était un pays militairement fort, il a retourné la situation en 6 jours. Donc, l'armée malienne aujourd'hui dans la sous-région est la plus forte. Sinon, comme il a souligné, 1 240 000 km². Mais est-ce que les gens imaginent ce que ça représente comme superficie? Tu prends le Nigeria, 933 000 km², le Bénin, 112 000 km², le Togo, 56 000, le Ghana, 328 000, la Côte d'Ivoire, 300 combien mille, tu ne fais même pas encore le Mali. Imagine que tu es à gérer cette superficie-là. Pour un Togolais comme nous qui sommes assis dans un petit couloir, tu imagines la limite est et ouest, nord et sud en un quart de minute, tu vois que c'est une immensité et l'armée malienne s'est préparée en conséquence. Je voulais même dire quelque chose avant cette question quand tu parlais des bases arrières. Aujourd'hui, un Malien connu qui jouait dans le jeu des mouvements, des marches, des protestations, que les gens avaient eu la naïveté de prendre pour un ami du peuple, à savoir l'imam Diko, il est où? Il s'est proclamé maintenant porte-parole des terroristes. Il est où? Le Mariko, Omar, machin là.
Mais vous savez, quand vous appelez ces gens des responsables politiques, pour moi, c'était des opportunistes venus grossir leur ventre avec les biens de l'État en se proclamant politique. Parce qu'un homme politique a une carrière et il a bâti sur la carrière, sur l'amour de son pays et de son peuple. On ne peut pas devenir homme politique et on trahit son pays, non. La trahison ne fait pas partie du caractère d'un homme politique. Si tu n'aimes pas un régime, c'est ton droit. Mais ne pas aimer un régime ne t'autorise pas à être bête, à être naïf, à être manipulable, à être corrompu, pourri jusqu'à la moelle. Non, ça ne t'autorise pas. Moi, je suis contre le régime, je suis contre le régime. Mais si je suis contre le régime, c'est parce que je me dis qu'à la place de ce régime, je ferais mieux pour la population. C'est pas à la place de ce régime, je grossirais un peu plus mon ventre. Donc, Omar Mariko court la savane sur des motos pour grossir son ventre. Il est en France, hein, tu sais, tout ce qu'il avait volé au temps où il était quelque chose à Bamako, ça doit être épuisé. Et on lui dit, mais vas-y, hein, on va encore t'allonger quelques euros et tu vas manger. Sinon, est-ce que ce n'est pas une honte? Est-ce que ce n'est pas une honte? Tu te dis homme politique, ce n'est pas une honte? Mais Luc, quand on voit les moyens militaires acquis ces derniers mois, ces dernières années par l'armée malienne, on se demande d'où ils trouvent le courage de venir faire ce genre d'opération. Peut-être, comme le dit le slogan sur place là-bas au Mali, ils peuvent y entrer, mais ressortir, ça va être extrêmement compliqué. Non, c'est des gens qui n'ont pas de problème pour mourir. Ils ne craignent pas la mort parce qu'ils ont été endoctrinés, parce qu'ils ont été manipulés, c'est parce qu'ils ont été sclérosés. Ils n'ont même plus de cerveau. Vous voyez? Donc, ça veut dire que lorsqu'on utilise ton cerveau à des fins religieuses, où on te fait croire que quand tu meurs dans des situations comme ça, tu vas directement au paradis, c'est un pacte que tu signes. Sans compter les vierges qui t'attendent. Est-ce que vous voyez? Voilà, vous voyez-vous? Donc, ça veut dire que ces gens-là, c'est des gens qui ne sont plus, qu'on ne peut plus utiliser comme étant des cerveaux utiles qu'on peut utiliser à des fins utiles. Vous voyez? Donc, ils viennent tout en sachant très bien qu'il faut mourir. C'est pour ça qu'il y a des cas de kamikazes, etc. Il sait très bien qu'il va mourir. Mais l'essentiel pour lui, c'est de laisser une tâche, c'est de laisser un impact, c'est de tuer d'autres personnes, tout simplement. Et vous voyez, on met à leur disposition des drones kamikazes, des armes de combat, et tout ce que même beaucoup d'armées en Afrique n'ont pas. Donc c'est clair que le travail, c'est un travail de sape. C'est d'ailleurs pour ça que, vous voyez, en Afrique, avant même qu'on ne nous colonisait, il a fallu qu'on ait encore des missionnaires qui essayent de nous travailler le cerveau. Quand vous maîtrisez le cerveau d'un individu, vous pouvez le conduire à toutes les fins possibles. Et c'est ce qui est en train de se passer, justement. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous engageons dans un travail d'éveil de conscience, de conscientisation des citoyens d'Afrique pour qu'ils comprennent que leur salut ne peut venir aucunement d'ailleurs que d'eux-mêmes, par une action déterminante pour permettant d'impacter leur environnement. C'est ce travail de fond que nous sommes en train de faire pour contribuer justement à cette lutte-là qui est en train d'être menée dans les pays du Sahel. Parce que dans tous les cas, on n'a pas d'autres issues. Jamais l'impérialiste, le colonisateur, l'influenceur de l'extérieur ne saurait poser un acte noble visant à épanouir un citoyen d'Afrique. Puisque justement, il est convaincu que c'est par son action qu'il peut tout ramasser en Afrique. Il peut toujours, donc, il est prêt à raser l'Afrique et donc, les Africains et donc exploiter l'Afrique sans les Africains. Et on doit pouvoir le comprendre. Mais excellent, oui. Je voulais remarquer quelque chose. Il dit que bon, ils viennent parce qu'ils n'ont pas peur de mourir. C'est vrai. Ils sont intoxiqués, religieusement intoxiqués. Mais ce n'est pas l'islam. Oui, ce n'est pas l'islam qui dit aux gens d'aller mourir. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un islam dévié de sa mission qui prône ce genre de comportement. Mais moi, je ne crois pas que ces jeunes que j'ai vus, on a arrêté là, je ne crois pas qu'ils étaient venus avec la conviction de mourir. Il a suffi qu'on leur montre les photos de l'entraînement de l'armée malienne par les Français, où on tient les bois et on fait dans la bouche, on dit bon, c'est les gens là, il faut aller les tuer. Vous voyez les armes qu'ils ont, c'est nous qui les avons entraînés. Voilà leurs armes. Tu t'imagines un entraîneur, un formateur français qui tient du bois et qui fait dans sa bouche pour dire qu'il a entraîné une armée. Mais cette armée-là aurait mieux fait d'aller chercher les flèches et les arcs de ses parents pour aller faire la guerre. Parce qu'un bois qui fait ne tue personne. Donc,
ils sont venus, c'est vrai, ils s'en foutent de la mort, mais c'est vrai, ceux qui les ont envoyés ne leur ont pas dit que l'armée malienne est une armée très puissante. Non, on ne leur a pas dit ça. Qui a changé de pédigré entre-temps. Hein? Oui. On a... Donc, qui a changé entre-temps. Oui, ils n'ont pas compris que l'armée a changé. Que Assimi Goïta et ses gars sont venus, ils ont maintenant une armée. Parce qu'avant, si c'était avant, les terroristes auraient en main la liste des armes qu'ils ont. Aujourd'hui, les terroristes ne peuvent pas avoir en main la liste que des armes que ces gens-là ont. Avant, on sait qui leur fournissait quelles armes, dont les bâtons d'entraînement. Attends, quand même, des bâtons d'entraînement. Mais les terreaux ont mis quand même des moyens colossaux un samedi. Ces moyens engagés et perdus dans les attaques vont-ils durablement affaiblir ces groupes terroristes? Ils ont perdu beaucoup d'armes. Puisqu'ils ont une source de financement Mais les hommes, qui est pratiquement illimitée. Oui, mais ils ne sont pas intarissables. Évidemment, les hommes, ils vont les recruter. L'ambassadeur a dit tout à l'heure qu'ils sont même allés jusqu'au Darfour pour chercher les hommes. Ils vont toujours multiplier des artifices, des moyens pour pouvoir jouer le rôle trouble contre les États du Sahel. Ça, c'est une évidence. Mais en retour, c'est la détermination, le caractère farouche de l'action de l'armée malienne, en tout cas de l'ensemble du Sahel, qui va déterminer la suite des combats. L'ambassadeur a dit qu'il faudrait que ces genres d'attaques-là, pour qu'elles finissent là, il faudrait des changements dans certains pays. Mais je pense qu'il n'a pas pu dire. Il n'a pas pu dire. Parce que les dirigeants là, de ces pays-là, donc regardez, suivez bien mon regard, prennent le problème sahélien comme un problème personnel. C'est-à-dire qu'ils sont outrés, ils sont courroucés du fait qu'ils ont été humiliés quand on voit un pays qui en réalité est décrété pauvre demander aux forces extérieures, des puissances extérieures, de quitter, de partir. Et ça, c'est un problème, c'est un affront. Ils prennent ça personnellement et disent, donc jurent par tous les cieux, qu'ils vont montrer donc, à ces pouvoirs-là qu'en réalité, ils ont osé et que cette audace-là ne devrait pas pouvoir payer. Vous voyez? Donc, c'est dire qu'à partir de l'instant où ils sont encore là et ils personnalisent le problème sahélien, ils vont multiplier, comme il l'a dit, les francs CFA, ça se fabrique quelque part, on connaît très bien. Et donc, ils vont toujours continuer ça. Mais c'est très heureux de constater tout l'investissement qui est fait pour restructurer l'armée, l'équiper et lui donner les moyens de son action. C'est aussi impressionnant d'observer comment on travaille l'esprit du citoyen malien, l'esprit du citoyen sahélien, pour qu'il soit fier d'appartenir à quelque chose de noble, de louable. C'est à partir de cette dynamique-là, unitaire, que toutes ces actions vont finir par être vaines parce que le caractère déterminant, l'action farouche de l'ensemble de ce peuple-là va finir par les contrer un jour. Excellence, dans cette riposte-là, pour le moment, on ne voit que les FAMA, les forces armées maliennes, elles seules sur le terrain pour le moment. Ça veut dire que derrière, l'AES n'est pas encore entré en action. On n'a pas entendu parler d'Africa Corps, qui a quand même des soutiens sur place. Ça veut dire que, du point de vue de la sécurité, le Mali a quand même des réserves pour faire face aux groupes terroristes. Quand il s'agit du Mali ou de l'AES et on dit guerre, moi je ne tremble pas. Je ne tremble pas parce que je sais qui est là-bas et qu'est-ce qu'ils vont faire. Et je voulais encore amener quelques précisions. Les pays du Sahel sont des gens, ces régimes qu'on qualifie de militaires et de putschistes, sont des gens très respectueux des lois, très respectueux du droit international, très respectueux de la liberté, de la démocratie et des droits de l'homme. Pourquoi je dis ça? Pendant que l'Algérie est en train d'engraisser l'imam Dicko, qui mobilise les terroristes pour attaquer le Mali, mais l'Algérie aussi a des ennemis. Les Maliens auraient pu appeler chez eux les rebelles kabyles, leur donner gîte et couvert pour embêter l'Algérie. Les Maliens n'ont jamais fait ça. Pendant que d'autres sont en train de bronzer au bord de la lagune Ébrié pour emmerder et le Burkina, et le Mali, et le Niger, mais ces pays-là, ils ont aussi des ennemis. Les pays du Sahel pouvaient les accueillir, les armer et les envoyer de temps à autre faire un coup de feu dans leur propre pays, comme eux ils font. Mais ces pays respectent la loi,
Et c'est parce qu'ils respectent la loi, l'ordre, le droit international, que les pays qui n'aiment pas voir des Africains corrects sont en train de les harceler, Amnesty International, Human Rights Watch. Mais les gens ont fait des charters avec des avions pour ramasser leurs adversaires politiques dans les pays. Human Rights Watch n'a jamais vu ça. Amnesty ne voit jamais ça. On enlève les gens, on les tue, on fait tout. Mais ces pays n'ont jamais fait ça. Alors, ou bien ils restent comme ils sont restés, ils se défendent, ou bien un jour aussi, il faudrait un peu exporter la guerre. Parce que c'est l'exportation qui assure le plus de sécurité. Si l'Iran n'avait pas pris la précaution de taper sur toutes les monarchies du Golfe qui aident les Américains à les embêter, mais l'Iran serait déjà tombé. Alors, si tu aides des gens à me combattre, je vais aider aussi tes gens à te combattre. Donnant. Ouais, non, avant même votre question, je voulais préciser que l'ambassadeur dit qu'il respecte la loi, le droit international. Oui, mais pas que ça. En réalité, il respecte la vie humaine, l'être humain, en tant que richesse, en tant que ressource, en tant que seul produit qu'il faut valoriser et épanouir. Voilà pourquoi leur priorité aujourd'hui, c'est la défense de la vie humaine dans leur espace et même ailleurs. Mais les autres, pourquoi ils les attaquent? Ils les attaquent parce qu'ils considèrent les citoyens de ces peuples-là comme des objets. Il faut les raser pour pouvoir bénéficier justement des ressources dont disposent ces espaces-là. C'est ça qui est le vrai drame et qui montre que c'est deux philosophies différentes, c'est deux états d'esprit différents. Et malheureusement, le système capitaliste a fait qu'on valorise plus l'argent, la gloire, les biens matériels, au lieu de valoriser justement l'être humain en tant que source de tout et de la dynamique même du monde. Vous voyez? C'est ça. Donc, je peux prendre la question maintenant. Oui, mais je parlais. En matière de poste, je disais que ce sont les femmes qui se battent seules pour le moment. Attends. Oui. Encore une précision. Les satellites Human Rights Watch ont vu les soldats burkinabés commettant des exactions sur les populations civiles. Question, ils ont vu les terroristes au Mali ou non? S'ils les ont vus, ils n'ont rien dit, ça veut dire qu'ils sont complices. Donc ces organisations, soi-disant de défense des droits de l'homme, sont complices des terroristes pour maltraiter les populations innocentes. Et quand ces populations innocentes se défendent, c'est elles qu'on va agresser avec des idioties du genre violation des droits de l'homme. Maintenant, si les soldats maliens se battent seuls, c'est qu'ils peuvent tenir. S'ils ne peuvent pas tenir, ils savent qui ils vont appeler à l'aide. L'AES, l'armée de l'AES est là. L'Africa Corps est là. Et n'oublie pas qu'il y a d'autres pays à qui ça démange même de venir faire le coup de feu dans le Sahel. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Comme il a dit, ils sont respectueux de la vie humaine et ils ne veulent pas du grabuge. Mais il faudrait que les attaquants perpétuels comprennent qu'un jour viendra où les Maliens feront appel à tous leurs alliés, à toutes leurs forces pour régler ce problème une bonne fois pour toutes et poursuivre les assaillants jusque leur refuge dans les pays qui les hébergent. Non, en fait, voilà. Ça dit qu'en réalité, la force du terrorisme, c'est que c'est une nébuleuse. Ce ne sont pas des gens qui sont structurés, qui sont organisés, qui ont un territoire en tant que tel. La preuve, c'est que par le passé, ils avaient des sanctuaires. Ces sanctuaires au Mali ont été démantelés. Donc maintenant, ce sont des actes isolés, désemparés, qu'ils font juste pour semer le bordel, distraire, etc. Et donc, c'est un peu difficile pour une armée, aussi organisée qu'elle puisse être, de pouvoir les déneiger, puisqu'ils se fondent par moments à la base. Vous voyez? C'est d'ailleurs pour cela que même dans les puissances les plus développées, il y a encore des attaques. Il n'y a pas 2 jours, non, que Donald Trump était à l'hôtel Hilton avec les correspondants. Il y a eu fusillade là-bas. On a dû l'extraire, etc. Donc, c'est pour dire que tant que c'est une nébuleuse, ce n'est pas une armée organisée qui a un territoire et qui vient vous envahir, donc la traque sera un peu difficile. Dans tous les cas, que ce soit l'armée malienne toute seule, mais elle a tous les moyens pour les attaquer. C'est parce qu'il y a eu effet de surprise. D'ailleurs, ce n'est même pas la première fois. Vous vous rappelez que, je pense en 2023, il y avait eu aussi des attaques simultanées, aussi bien à Bamako que dans d'autres villes. Mais déjà à l'époque, quand bien même l'armée malienne n'était pas aussi forte, aussi équipée, elle avait réussi justement à extirper justement ces fauteurs de troubles-là. Et aujourd'hui, vu tous les équipements que cette armée a acquis aujourd'hui, mais c'est que véritablement, elle a les moyens pour mener une vraie guerre. Sauf que ces saboteurs-là
sont là, c'est des fuyards qui viennent juste semer le bordel, ils en vont, c'est des actes désespérés. Est-ce que c'est un scénario à la syrienne qui était préparé ce samedi, le 25 avril? Pardon? Est-ce que ça ne ressemble pas à un scénario à la syrienne, là, pour prendre le Mali? Oui, mais attends. Je crois qu'il faut pas qu'on perde la tête parce que la promesse de prendre le Mali, elle est là. Ils le répètent tous les jours. Ils vont commencer par le Mali, ils vont prendre le Mali. Ils le disent tous les jours. C'est pourquoi je dis, même surprise, l'armée malienne n'a pas été aussi surprise que ça parce que en permanence, elle devait être sur le qui-vive parce qu'on leur promet ça tous les jours. Les gens qui ont donné la Zawad aux Touaregs, tu t'imagines, il y a une ambassade à Bamako et les mêmes diplomates à Bamako vont s'asseoir comme demain chez nous, hein, il y a la fête, le défilé de l'indépendance du Togo. Les mêmes diplomates qui viennent assister à ce défilé officiel se retrouvent à Kidal en train d'assister au défilé de l'indépendance des terroristes Touaregs. Alors, donc, la menace est permanente. La menace est permanente. Donc, moi, la question, ton inquiétude, c'était si... Non, je demandais si ce qui s'est passé samedi à Bamako Oui, ne si ressemble ça pas ressemble au scénario oui, syrien. Oui, mais le scénario syrien, en fait, la Syrie, Bachar el-Assad, mais il aurait pu se battre, mais il a préféré partir parce qu'il ne veut pas contribuer au massacre de son peuple. Les Syriens, ils sont où aujourd'hui? Israël a pris ce qu'il devait prendre. On a détruit leurs armements, leurs bateaux, leurs avions et tout. C'est un pays émasculé et dirigé par un barbu dont la tête avait été mise à prix par les mêmes Américains. Donc c'est pour te dire que ici, si tu veux t'en sortir, il faut donner toutes tes richesses à ces pays-là. Si tu ne leur donnes pas ça, ils viennent prendre ça de force. Mais dans le Sahel va s'organiser, personne ne viendra rien prendre de force. C'est tout. Sinon, les scénarios, que ce soit syriens ou vénézuéliens, mais ils vont se répéter. Les gens, ils ont soif du sang et de la sueur des peuples faibles, et surtout des Noirs. Depuis la nuit des temps, c'est les Noirs qui portent le fardeau des Blancs. Depuis que, il s'appelle comment? Simon de quoi? Sirène? Le type qui a aidé Jésus à porter la croix. Mais, alors, depuis qu'il a porté la croix de Jésus, les Noirs sont en train de porter les croix des Blancs. Depuis le jour là jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas changé. Le Noir, il était là, hein, il y avait beaucoup de gens. Mais personne n'a aidé Jésus. C'est le Noir qui l'a aidé à porter la croix, un Africain. Eh bien, il ne croyait pas si bien faire. 2000 ans après, c'est ses frères qui portent la croix de tous les Blancs du monde. Mais Luc, Voilà. même si ces attaques sont repoussées finalement, ça fait quand même mal. Hein. Comment s'organiser finalement pour une stabilité plus durable du Mali? L'AES doit renforcer davantage sa présence aux côtés des Maliens ou au-delà de l'AES et d'autres pays? Non, je crois que dès l'entame de mon intervention, j'avais déjà dit, appeler les Maliens et le peuple malien et l'armée à plus de vigilance. Voyez-vous... Plus court. Pardon? Plus court, parce qu'une minute. Voilà, tout me déstabilise. Non, tout ceci pour dire qu'ils sont suffisamment vigilants. Mais voyez, chaque épreuve nous instruit. La vie n'aurait aucun sens si elle était linéaire. C'est une épreuve qui vient de traverser, et cette épreuve-là les instruit parce que, en voyant le mode opératoire et tout ce qui a permis à ces voyous-là d'infiltrer les camps et en tout cas des zones aussi stratégiques et sensibles, ils tirent les leçons et élaborent de nouvelles stratégies. Vous voyez? C'est pour ça d'ailleurs que nous disons, nous avons foi à ces gens d'armée, parce qu'elles deviennent résilientes simplement parce que chaque jour, elles font face à des épreuves. Merci. Et donc moi, je reste tout à fait confiant qu'à partir de tout ce qui s'est passé et ce qui s'est toujours passé, ils sauront toujours s'organiser davantage et chercher les alliances nécessaires, s'il le faut, pour pouvoir traquer autant que faire se peut. Ouais, nous continuons le débat dans une dizaine de minutes et nous invitons les Maliens à nous remonter les informations sur le terrain. Quel est le point de la situation? On marque une pause pour une nouvelle édition du journal. On se retrouve dans 10 minutes pour la seconde partie de New World Forum. Ah oui.